Le silence de l'appartement était devenu mon seul compagnon fidèle. Je m'appelle Mathilde, j'ai 52 ans, et je n'aurais jamais imaginé que ma vie prendrait un tel tournant. Assise dans mon salon, ce matin de novembre où la pluie tambourinait contre les fenêtres, je regardais mes mains trembler autour de ma tasse de thé. Ces mains qui avaient caressé le visage de mes enfants, qui avaient préparé des milliers de repas, qui avaient tenu celle de Philippe pendant 28 ans de mariage. Ces mêmes mains qui, 3 semaines auparavant, avaient poussé contre sa poitrine pour tenter de le repousser. Avant de commencer cette histoire, si vous aimez les récits émouvants et authentiques, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires inspirantes. Votre soutien nous aide à continuer de partager ces témoignages qui touchent le cœur. Merci et bonne lecture. Tout avait commencé par des remarques anodines. Philippe avait toujours été un homme charmant, attentionné même, du moins c'est ce que je croyais. Mais au fil des années, quelque chose avait changé. Les compliments s'étaient espacés, puis avaient disparu complètement, remplacés par des critiques voilées. D'abord sur ma cuisine, trop salée ou pas assez épicée. Puis sur mon apparence, mes cheveux grisonnants, les rides qui se creusaient autour de mes yeux. Je pensais que c'était normal, que tous les couples traversaient ces phases. Je m'efforçais de faire mieux, de sourire davantage, de ne pas le contrarier. L'escalade avait été progressive, presque imperceptible. Un jour, il m'avait reproché d'avoir oublié d'acheter son fromage préféré. Le lendemain, c'était ma façon de plier ses chemises qui ne lui convenait plus. Puis il avait commencé à rentrer tard, à ne plus m'embrasser en arrivant, à éviter mon regard. Je me souviens avoir pensé qu'il était peut-être stressé par son travail à la banque. J'avais essayé de lui parler, mais chaque tentative se heurtait à un mur d'indifférence ou d'agressivité. Ce soir-là, le soir où tout a basculé, je l'attendais dans le salon. Il était 23 heures et je savais qu'il aurait dû être rentré depuis longtemps. Quand j'avais tenté de l'appeler, son téléphone était éteint. Une angoisse sourde m'étreignait la poitrine. Lorsqu'enfin j'ai entendu la clé dans la serrure, je me suis levée, soulagée. Mais ce soulagement s'est instantanément transformé en incompréhension lorsque je l'ai vu entrer, les cheveux ébouriffés, la chemise mal boutonnée, avec ce parfum qui n'était pas le sien. Je n'ai rien dit immédiatement. Je l'ai juste regardé, attendant une explication. Il a évité mon regard, s'est dirigé vers la cuisine en marmonnant quelque chose à propos d'un dossier urgent. Mais je n'étais pas stupide. 28 ans de vie commune m'avaient appris à lire en lui. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait exploser. J'ai trouvé le courage de le suivre dans la cuisine et j'ai murmuré, la voix tremblante, où il était vraiment passé. Sa réaction m'a glacée. Il s'est retourné brusquement, le visage déformé par une colère que je ne lui connaissais pas. Il m'a dit de le laisser tranquille, que j'étais toujours en train de l'espionner, de le surveiller. J'ai essayé de garder mon calme, de lui expliquer que je m'inquiétais simplement pour lui. C'est alors qu'il a lâché ces mots qui resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Il m'a dit que j'étais vieille, que je ne comprenais rien, que j'étais devenue insupportable avec mes questions incessantes et mon besoin constant d'attention. Chaque mot était comme un coup de poignard. Je sentais mes jambes se dérober sous moi. J'ai voulu m'asseoir, mais il a continué, déversant des années de reproches que je ne soupçonnais même pas. Il m'a dit que je m'étais laissée aller, que j'avais perdu toute séduction, que d'autres femmes savaient encore comment s'occuper d'un homme. J'ai compris à ce moment-là qu'il me trompait, probablement depuis longtemps. Les larmes ont commencé à couler sur mes joues, mais je ne pouvais ni bouger ni parler. Puis il s'est approché de moi, et j'ai vu dans ses yeux quelque chose de terrifiant. Il a levé la main et je me suis instinctivement reculée, heurtant le comptoir de la cuisine. Il a saisi mon bras avec une force brutale, me secouant en me demandant si je l'écoutais vraiment. La douleur était vive, mais rien en comparaison de celle qui déchirait mon cœur. J'ai essayé de me dégager, et c'est là qu'il m'a giflé. Le bruit de la claque a résonné dans la cuisine, suivi d'un silence assourdissant. J'ai porté ma main à ma joue, incrédule. Cet homme qui m'avait juré amour et protection le jour de notre mariage venait de me frapper. Il semblait lui-même surpris par son geste, mais au lieu de s'excuser, il m'a repoussée et est sorti de la cuisine. Je suis restée là, paralysée, pendant ce qui m'a semblé une éternité. J'entendais ses pas à l'étage, le bruit de l'eau dans la salle de bain, puis plus rien. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée recroquevillée sur le canapé du salon, enveloppée dans une couverture, à revivre encore et encore cette scène. Une partie de moi voulait croire que c'était un cauchemar, que j'allais me réveiller et que tout redeviendrait normal. Mais la douleur dans mon bras et sur ma joue me rappelait cruellement la réalité. Au petit matin, Philippe est descendu comme si de rien n'était, s'est préparé un café et est parti travailler sans un regard pour moi. Les jours suivants ont été un brouillard. Je fonctionnais en mode automatique, accomplissant mes tâches quotidiennes comme un robot. J'évitais de me regarder dans le miroir, car je ne reconnaissais plus la femme que j'y voyais. Mes yeux étaient cernés, mes traits tirés,
et il y avait une tristesse profonde qui semblait avoir pris possession de mon visage. Philippe rentrait tard, parfois il ne rentrait même pas, prétextant des voyages d'affaires de dernière minute. Je ne disais rien. J'avais peur. Peur de sa colère, peur de ses mots, peur de ses mains. Un matin, en rangeant sa veste que j'avais trouvée jetée négligemment sur une chaise, j'ai senti quelque chose dans une poche. C'était un reçu d'hôtel. Un hôtel du centre-ville, daté de la semaine précédente, une nuit où il prétendait être en déplacement à Lyon. La chambre était réservée pour 2 personnes. J'ai fixé ce bout de papier, les mains tremblantes. C'était donc vrai. Il m'est trompait. La confirmation de ce que je savais déjà m'a fait l'effet d'une nouvelle gifle. J'ai glissé le reçu dans ma poche, ne sachant pas encore quoi en faire. C'est ma fille, Élise, qui m'a sorti de ma torpeur. Elle était venue déjeuner un dimanche, comme elle le faisait régulièrement. Philippe avait trouvé une excuse pour ne pas être là. Élise m'a regardé longuement pendant que je préparais le repas, et j'ai vu l'inquiétude dans ses yeux. Elle m'a demandé si tout allait bien, si papa et moi nous nous disputions. J'ai failli tout lui dire, mais les mots se sont coincés dans ma gorge. Comment avouer à sa propre fille que son père me maltraitait? Comment briser l'image qu'elle avait de lui? Mais Élise n'est pas stupide. Elle a insisté, m'a prise dans ses bras, et c'est dans cette étreinte que j'ai craqué. Tout est sorti en un flot incontrôlable de mots et de larmes. Les insultes, la gifle, les absences, la trahison. Elle m'a écouté sans m'interrompre, son visage passant de la surprise à la colère puis à la tristesse. Quand j'ai eu terminé, elle m'a serré encore plus fort et m'a dit que je ne pouvais pas rester dans cette situation, que je méritais mieux que ça. Les jours suivants, Élise est revenue avec son frère Thomas. Ensemble, ils m'ont aidé à prendre conscience que j'étais victime de violences conjugales, que ce que Philippe me faisait subir n'était ni normal ni acceptable. Ils m'ont accompagné chez le médecin qui a constaté les bleus sur mon bras et ma joue, encore visibles malgré le maquillage que j'avais tenté d'appliquer. Le médecin m'a donné les coordonnées d'une association d'aide aux femmes victimes de violences. J'ai pris rendez-vous, le cœur battant. Est la première fois que j'ai franchi la porte de cette association, j'avais l'impression d'entrer dans un monde qui ne me concernait pas. Les femmes battues, c'était dans les films, dans les faits divers, pas dans ma vie de femme respectable de la classe moyenne. Mais l'accueil chaleureux de Valérie, la psychologue, m'a rapidement fait comprendre que la violence conjugale ne connaît ni classe sociale, ni âge, ni frontières. Elle m'a expliqué le cycle de la violence, l'emprise psychologique, la culpabilité que ressentent les victimes. Au fil des séances, j'ai compris que les comportements de Philippe s'inscrivaient dans un schéma classique de violence conjugale. Les critiques incessantes pour détruire mon estime de moi, l'isolement progressif de mes amis et de ma famille, le contrôle financier qu'il avait instauré petit à petit en insistant pour gérer seul nos comptes, les menaces voilées quand j'osais m'opposer à lui. Tout cela avait créé une cage invisible dont je ne percevais même plus les barreaux. Valérie m'a aidé à élaborer un plan de sécurité. Elle m'a expliqué que quitter un conjoint violent était le moment le plus dangereux pour une femme, que je devais prendre des précautions. Avec l'aide de mes enfants, j'ai ouvert un compte bancaire dont Philippe ne connaîtrait pas l'existence. J'ai copié tous les documents importants, nos papiers d'identité, les relevés bancaires, les titres de propriété. J'ai également pris en photo les bleus qu'il m'avait fait lors d'une nouvelle dispute, où il m'avait poussé violemment contre un meuble. Cette dispute avait éclaté quand j'avais trouvé le courage de le confronter avec le reçu d'hôtel. Sa réaction avait été explosive. Il m'avait traité de folle, d'espion, de femme jalouse et paranoïaque. Puis il avait changé de tactique, tentant de me culpabiliser en disant que s'il cherchait du réconfort ailleurs, c'était à cause de moi, de mon manque de tendresse, de ma frigidité. Je m'étais défendue, lui rappelant toutes les années où j'avais été une épouse dévouée, une mère attentive, une partenaire fidèle. C'est alors qu'il avait explosé, me poussant avec une telle violence que j'étais tombée. J'avais pris la décision à ce moment-là. Je ne pouvais plus vivre ainsi. Je méritais mieux. Mes enfants méritaient de ne pas avoir à s'inquiéter constamment pour moi. Avec l'aide de Valérie, j'ai consulté un avocat spécialisé dans les divorces conflictuels et les violences conjugales. Maître Dubois était une femme d'une 50aine d'années, au regard à la fois ferme et bienveillant. Elle m'a expliqué mes droits, les démarches à suivre, les preuves à rassembler. Le jour où j'ai déposé plainte au commissariat, mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine signer ma déposition. L'officier de police qui m'a reçu a été d'une grande écoute. Il a pris note de tout, des violences physiques, des violences psychologiques, du harcèlement moral. Il m'a parlé d'une ordonnance de protection qui pourrait m'être accordée par le juge aux affaires familiales pour interdire à Philippe de m'approcher. Cette idée me terrifiait et me rassurait à la fois. Pendant ce temps, je préparais discrètement mon départ. Élise m'avait proposé de m'héberger temporairement chez elle, mais je ne voulais pas mettre ma famille en danger. Avec l'aide de l'association, j'ai trouvé un petit studio à louer dans un autre quartier. C'était modeste, mais c'était à moi, un endroit où je pourrais enfin respirer sans avoir peur.
J'ai commencé à y transporter mes affaires personnelles, quelques vêtements, des photos de mes enfants, les bijoux que ma mère m'avait légués. Le jour où j'ai annoncé à Philippe que je le quittais restera gravé dans ma mémoire comme l'un des moments les plus terrifiants et les plus libérateurs de ma vie. J'avais attendu qu'il rentre, mes enfants étaient dans la pièce voisine pour ma sécurité. Je lui ai tendu les papiers du divorce, calmement, en lui expliquant que j'avais porté plainte et qu'une ordonnance de protection serait bientôt en place. J'ai vu passer dans ses yeux toute une gamme d'émotions, de la surprise à la colère, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique. Il a d'abord tenté de nier, puis de minimiser. Il m'a dit que j'exagérais, qu'une petite dispute ne méritait pas tout ce drame. Il a essayé de m'amadouer, me promettant que tout allait changer, qu'il allait faire des efforts. Mais j'avais déjà trop entendu ses promesses. Valérie m'avait prévenu que les agresseurs suivaient toujours le même schéma. La violence, suivie de la phase de lune de miel où ils sont pleins de remords et de promesses, avant que le cycle ne recommence, souvent de manière plus intense. Quand il a réalisé que j'étais sérieuse, sa colère a explosé. Il s'est mis à crier, me traitant de tous les noms, m'accusant de vouloir détruire notre famille, de monter nos enfants contre lui. Thomas et Élise sont alors entrés dans la pièce. La présence de ses enfants l'a calmé momentanément, mais je voyais la rage bouillonner en lui. Thomas lui a dit calmement mais fermement qu'il était temps qu'il parte, que la police avait été informée et interviendrait au moindre problème. Philippe est parti ce soir-là en claquant la porte, non sans avoir lancé une dernière salve d'insultes et de menaces. J'ai tremblé pendant des heures, incapable de trouver le sommeil, sursautant au moindre bruit. Mais mes enfants sont restés avec moi cette nuit-là, et leur présence m'a donné la force de tenir. Le lendemain, j'ai emménagé dans mon studio avec l'aide d'Élise et de Thomas. C'était petit, presque vide, mais c'était mon refuge. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de soulagement et d'angoisse. Philippe tentait de me contacter sans cesse, m'envoyant des messages alternants entre les supplications et les menaces. Il essayait de me culpabiliser, me disant que j'allais le ruiner, que je détruisais des années de mariage pour rien. Certains messages étaient si violents que je les transmettais systématiquement à mon avocat et à la police. L'ordonnance de protection a finalement été accordée, lui interdisant de m'approcher à moins de 100 mètres. Et la procédure de divorce a été lancée. Maître Dubois s'est battu pour faire reconnaître les violences que j'avais subies et obtenir une répartition équitable de nos biens. Philippe, de son côté, avait engagé un avocat qui tentait de me faire passer pour une femme instable et jalouse ayant inventé ces violences. Mais les preuves étaient là, les certificats médicaux, les photos, les témoignages de mes enfants, de mon médecin, des voisins qui avaient entendu nos disputes. L'enquête a également révélé que Philippe me trompait depuis plus de 2 ans avec une collègue de travail plus jeune. Il avait dépensé des sommes considérables pour elle, puisées dans notre compte commun. Des bijoux, des week-ends dans des hôtels luxueux, des restaurants gastronomiques. Découvrir l'étendue de sa trahison a été une nouvelle blessure, mais elle a aussi renforcé ma conviction que j'avais pris la bonne décision en le quittant. Petit à petit, j'ai commencé à reconstruire ma vie. J'ai repris contact avec des amis que j'avais négligés pendant toutes ces années où Philippe exigeait toute mon attention. J'ai redécouvert le plaisir des conversations autour d'un café, des rires partagés, de la complicité féminine. Ces femmes m'ont soutenue, écoutée, réconfortée. Certaines m'ont confié avoir elles aussi vécu des situations similaires, ce qui m'a fait réaliser à quel point ce fléau est répandu et tue. J'ai également commencé à prendre soin de moi. J'ai pris rendez-vous chez le coiffeur, me suis acheté quelques vêtements qui me plaisaient vraiment à moi, pas à Philippe. Je me suis inscrite à des cours de yoga qui m'ont aidé à reconnecter avec mon corps et à apaiser mon esprit tourmenté. Chaque petite victoire, chaque moment de paix, était une étape vers ma guérison. La thérapie avec Valérie s'est poursuivie pendant plusieurs mois. Nous avons travaillé sur la reconstruction de mon estime de moi, si méthodiquement détruite par Philippe. Elle m'a aidé à comprendre que je n'étais pas responsable de ses actes, que rien ne justifiait la violence qu'il m'avait infligée. Nous avons également exploré mon histoire personnelle, essayant de comprendre comment j'en étais arrivée à accepter l'inacceptable, à rester si longtemps dans cette situation toxique. J'ai réalisé que, comme beaucoup de femmes de ma génération, j'avais été élevée avec l'idée que le mariage était sacré, qu'il fallait tout faire pour le préserver, même au prix de son propre bonheur. Ma mère elle-même avait enduré un mari difficile toute sa vie, sans jamais se plaindre. J'avais reproduit ce schéma sans m'en rendre compte, confondant abnégation et amour, sacrifice et dévouement. Prendre conscience de cela a été douloureux mais libérateur. Le procès de divorce a eu lieu 6 mois après mon départ. Entrer dans cette salle d'audience et voir Philippe assis avec son avocat a réveillé toutes mes peurs. Mais j'avais mes enfants à mes côtés, mon avocat qui me soutenait, et une détermination nouvelle. J'ai témoigné, racontant les années de violence psychologique, les insultes, les coups, la trahison. Ma voix tremblait mais je suis allée jusqu'au bout, refusant de laisser la honte me réduire au silence. Philippe a tenté de se justifier, parlant du stress de son travail, de mes prétendus défauts, de son besoin d'affection que je ne comblais plus. Son avocat a essayé de minimiser les faits,
parlant de simples disputes conjugales. Mais le juge ne s'est pas laissé berner. Il a prononcé le divorce à mes torts exclusifs à Philippe, m'accordant une prestation compensatoire conséquente et la moitié de nos biens communs. Philippe a été condamné à payer une amende pour les violences conjugales qu'il avait commises. À la sortie du tribunal, j'ai pleuré. Non pas de tristesse, mais de soulagement. C'était enfin terminé. J'étais libre. Mes enfants m'ont serré dans leurs bras, fiers de ma force et de mon courage. Élise m'a dit que j'étais son héroïne, ce qui m'a fait sourire à travers mes larmes. Moi, une héroïne ? Je me sentais surtout comme une femme qui avait survécu, qui avait réussi à s'extraire d'une situation qui aurait pu mal finir. Les mois qui ont suivi le divorce ont été une période de reconstruction profonde. J'ai quitté mon petit studio pour un appartement plus grand, lumineux, avec une vue sur un parc. J'ai meublé cet espace à mon goût, sans avoir à me soucier de l'avis de quelqu'un d'autre. J'ai accroché des tableaux que j'aimais, choisi des couleurs qui me parlaient. Chaque objet, chaque décoration était une affirmation de ma nouvelle liberté. J'ai également repris une activité professionnelle. Pendant mon mariage, Philippe avait insisté pour que j'arrête de travailler, prétextant qu'il gagnait suffisamment pour nous deux et que je devais me concentrer sur notre foyer. J'avais accepté, ne réalisant pas que c'était un moyen supplémentaire de me contrôler et de me rendre dépendante de lui. Retrouver un emploi, même à temps partiel dans une librairie, m'a redonné une confiance en moi inestimable et une indépendance financière. 1 an après le divorce, j'ai décidé de m'engager dans l'association qui m'avait tant aidée. Je voulais à mon tour aider d'autres femmes qui traversaient ce que j'avais vécu. J'ai suivi une formation pour devenir écoutante bénévole. Entendre les histoires de ces femmes, voir leur détresse mais aussi leur courage, renforçait ma conviction que personne ne devrait avoir à subir la violence dans son couple. J'étais devenue une voix pour celles qui n'osaient pas encore parler. J'ai également participé à des groupes de parole avec d'autres femmes victimes de violences conjugales. Ces rencontres ont été incroyablement thérapeutiques. Nous partagions nos expériences, nos peurs, nos victoires. Nous nous soutenions mutuellement dans les moments difficiles, célébrant ensemble chaque petite avancée. J'ai noué des amitiés profondes avec certaines de ces femmes, des liens forgés dans l'adversité et la compréhension mutuelle. Ma relation avec mes enfants s'est également transformée. Élise et Thomas m'ont avoué qu'ils avaient remarqué le comportement problématique de leur père depuis des années, mais qu'ils ne savaient pas comment m'en parler sans me blesser. Nous avons eu des conversations longues et honnêtes sur le mariage, l'amour, le respect. Je leur ai fait promettre de ne jamais tolérer dans leur propre relation ce que j'avais enduré, que ce soit en tant que victime ou en tant qu'agresseur. 2 ans après le divorce, j'ai reçu un message de Philippe. Il voulait me parler, s'excuser, me dit-il. J'ai hésité longuement avant d'accepter de le rencontrer dans un lieu public, accompagné de mon avocate. Quand je l'ai revu, j'ai été frappée par son apparence. Il semblait avoir vieilli de 10 ans, son regard était fuyant. Il m'a présenté des excuses qui m'ont semblé sincères, reconnaissant enfin ses torts et les souffrances qu'il m'avait infligées. Elle m'a expliqué qu'il avait entamé une thérapie suite à notre divorce, qu'il avait pris conscience de ses comportements violents et de leurs origines. Il avait lui-même été témoin de violences dans son enfance, son père battait sa mère, et il avait reproduit ce schéma sans s'en rendre compte. Il ne cherchait pas à se justifier, précisa-t-il, mais à comprendre. Il voulait que je sache qu'il regrettait profondément tout ce qu'il m'avait fait subir. J'ai écouté sans l'interrompre. Une partie de moi voulait crier, lui rappeler toutes les fois où il m'avait humilié, frappé, trahi. Mais j'ai choisi la paix plutôt que la colère. Je lui ai dit que j'acceptais ses excuses, non pas pour lui pardonner nécessairement, mais pour me libérer définitivement du poids de la rancœur. Je lui ai souhaité de trouver la paix et de ne plus jamais faire de mal à personne. Puis je suis partie, sans me retourner. Aujourd'hui, à 55 ans, je peux dire que je suis heureuse. Vraiment heureuse. Je ne suis pas la même femme que celle qui tremblait dans sa cuisine il y a 3 ans. J'ai appris à m'aimer, à me respecter, à poser mes limites. J'ai découvert que la solitude n'était pas synonyme de solitude affective, mais pouvait être un espace de liberté et de croissance personnelle. Je suis entourée de mes enfants, de mes amis, de mes collègues bénévoles qui sont devenus ma seconde famille. Je ne cherche pas de nouvelles relations amoureuses. Peut-être un jour, peut-être jamais. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que je me sens enfin complète en moi-même, sans avoir besoin de quelqu'un d'autre pour me définir. J'ai appris que l'amour ne devrait jamais faire mal, que le respect est la base de toute relation saine, que personne n'a le droit de nous rabaisser ou de nous faire du mal, quelles que soient les circonstances. Mon histoire n'est malheureusement pas unique. Des milliers de femmes vivent chaque jour ce que j'ai vécu, certaines dans des situations bien pires encore. Beaucoup n'osent pas parler, par peur, par honte, par manque de moyens. C'est pour elles que je raconte mon histoire, pour leur dire qu'il est possible de s'en sortir, qu'elles ne sont pas seules, qu'elles méritent mieux. Le chemin est difficile, parfois terrifiant, mais au bout il y a la liberté. J'y pense souvent à la femme que j'étais, celle qui se regardait dans le miroir sans se reconnaître,
qui avait perdu toute estime d'elle-même. Je voudrais pouvoir remonter le temps et lui dire de ne pas attendre, de partir avant que les blessures ne deviennent trop profondes. Mais je sais aussi que chaque femme a son propre rythme, son propre chemin. On ne peut pas juger celles qui restent, on peut seulement leur tendre la main quand elles sont prêtes à la saisir. Ma fille Élise attend son premier enfant. En apprenant la nouvelle, j'ai pleuré de joie mais aussi d'une émotion plus complexe. Je serai bientôt grand-mère et je me suis fait la promesse que cet enfant, quel que soit son genre, grandira en sachant ce qu'est le respect, l'égalité, l'amour bienveillant. Je lui apprendrai qu'on ne doit jamais tolérer qu'on nous fasse du mal, qu'on ne doit jamais en faire aux autres. Je serai pour cet enfant l'exemple vivant, qu'il n'est jamais trop tard pour se libérer et recommencer. L'association où je suis bénévole organise des campagnes de sensibilisation dans les écoles, les entreprises, les mairies. Je participe souvent à ces interventions, témoignant de mon expérience devant des publics variés. Au début, c'était terrifiant de me mettre ainsi à nu, d'exposer ma vulnérabilité. Mais à chaque fois, je vois dans les yeux de certaines personnes dans l'audience une reconnaissance, une compréhension. Et parfois, après la conférence, une femme vient me parler en privé, me confiant qu'elle aussi vit une situation similaire. Ces moments-là donnent tout son sens à mon engagement. Je garde précieusement les lettres et les messages que je reçois de femmes que j'ai pu aider, directement ou indirectement. Certaines m'écrivent pour me remercier d'avoir partagé mon histoire, disant que cela leur a donné le courage de quitter leur conjoint violent. D'autres me racontent leur propre parcours de reconstruction. Chaque message est un rappel que le mal n'a pas le dernier mot, que la résilience humaine est extraordinaire. Mon fils Thomas est devenu un fervent défenseur de la cause des femmes victimes de violences. Il participe à des manifestations, soutient financièrement plusieurs associations, et élève ses propres enfants dans le respect absolu de l'autre. Voir mes enfants s'engager ainsi me remplit de fierté et me confirme qu'au moins, de cette épreuve terrible, quelque chose de bon a émergé. La chaîne de la violence s'arrête ici, avec notre famille. Je me suis récemment mise à l'écriture. Valérie, ma psychologue, m'avait suggéré de tenir un journal pendant ma thérapie, et cette pratique est devenue une passion. J'écris sur mon expérience, sur le chemin parcouru, sur les leçons apprises. J'ai même commencé à rédiger un livre, un témoignage détaillé de mon parcours. Mon éditeur pense qu'il pourrait aider d'autres femmes à reconnaître les signes de violence conjugale avant qu'il ne soit trop tard. L'idée que mes mots puissent sauver ne serait-ce qu'une seule vie me donne une motivation immense. L'écriture m'a également permis de mettre des mots sur des émotions que je n'arrivais pas toujours à exprimer oralement. J'ai écrit sur la culpabilité que j'ai ressentie pendant si longtemps, cette voix insidieuse qui me répétait que j'étais responsable de la colère de Philippe, que si seulement j'avais été une meilleure épouse, rien de tout cela ne serait arrivé. J'ai écrit sur la honte aussi, cette honte paralysante qui m'empêchait de demander de l'aide, qui me faisait mentir à mes proches sur les bleus qui apparaissaient sur mon corps. J'ai écrit sur la peur, cette compagne constante qui m'accompagnait à chaque instant. La peur de le contrarier, la peur de dire le mauvais mot, de faire le mauvais geste. La peur de partir aussi, cette terreur viscérale de l'inconnu, de me retrouver seule après tant d'années de vie commune. La peur qu'il ne me laisse pas partir, qu'il devienne encore plus violent. Toutes ces peurs qui tissaient une toile invisible autour de moi, me maintenant prisonnière. Mais j'ai aussi écrit sur l'espoir, cette petite flamme qui refuse de s'éteindre même dans les moments les plus sombres. L'espoir que la vie peut être différente, que je peux être différente. L'espoir que mes enfants continueront à m'aimer malgré l'échec de mon mariage. L'espoir qu'un jour, je pourrai me regarder dans le miroir et aimer la femme que j'y verrai. Cet espoir qui m'a porté à travers les jours les plus difficiles et qui continue de m'animer aujourd'hui. Un chapitre entier de mon livre est consacré aux signes avant-coureurs de la violence conjugale. Je détaille comment Philippe a commencé par des critiques apparemment bénignes, comment il m'a progressivement isolée de mes amis en les dénigrant ou en créant des conflits lors des rares fois où je les voyais. Comment il contrôlait mes dépenses, me demandant des comptes sur chaque euro dépensé. Comment il vérifiait mon téléphone, mes emails, mes messages, sous prétexte qu'un couple ne devait avoir aucun secret. J'explique le phénomène de la violence psychologique, souvent invisible mais tout aussi destructrice que les coups. Cette violence qui détruit l'estime de soi, qui fait douter de sa propre réalité, qui transforme une femme confiante en une ombre d'elle-même. Philippe était expert en la matière. Il pouvait me faire sentir insignifiante d'un seul regard, me réduire au silence d'un soupir exaspéré. Il me comparait constamment aux autres femmes, toujours à mon désavantage, me faisant sentir que j'avais de la chance qu'il reste avec moi malgré mes nombreux défauts. Dans mon livre, j'insiste particulièrement sur l'importance du réseau de soutien. Sans mes enfants, sans l'association, sans mes amis retrouvés, sans les professionnels qui m'ont accompagné, je ne sais pas si j'aurais eu la force de partir. Le sentiment d'isolement est l'une des armes les plus puissantes des agresseurs. En coupant leurs victimes de leur entourage, ils s'assurent qu'elles n'auront personne vers qui se tourner, personne pour leur dire que ce qu'elles vivent n'est pas normal. J'aborde également la question de l'âge. À 52 ans, quand j'ai quitté Philippe, j'avais l'impression qu'il était trop tard pour recommencer ma vie.
Ces remarques constantes sur mon âge, sur le fait que j'étais vieille, avaient fini par me convaincre que je n'avais plus de valeur, que personne d'autre ne voudrait de moi. Cette croyance m'a maintenue dans la relation violente bien plus longtemps que nécessaire. Aujourd'hui, je veux dire à toutes les femmes qu'il n'est jamais trop tard pour choisir le bonheur et la sécurité. Mon appartement est devenu un véritable sanctuaire. J'y ai créé un espace de vie qui reflète qui je suis vraiment, pas qui quelqu'un voulait que je sois. J'ai une bibliothèque remplie de livres que je choisis librement, sans avoir à me justifier. J'ai un petit balcon où je cultive des plantes aromatiques et des fleurs. J'ai décoré les murs avec des photos de mes enfants, de mes amis, de moments heureux. Chaque objet dans cet espace a une signification, raconte une partie de mon histoire de renaissance. Je me suis également reconnectée avec des passions que j'avais abandonnées. J'avais toujours aimé la peinture, mais Philippe trouvait que c'était une perte de temps et d'argent. J'ai repris les pinceaux timidement au début, puis avec une passion renouvelée. Mes toiles reflètent mon parcours, des couleurs sombres et tourmentées au début, évoluant progressivement vers des teintes plus lumineuses et joyeuses. Une galerie locale a même accepté d'exposer quelques-unes de mes œuvres lors d'une exposition collective sur la résilience. Les groupes de parole à l'association sont devenus une partie essentielle de ma vie. Nous sommes un groupe d'une dizaine de femmes, d'âges et d'horizons différents, mais unies par l'expérience commune de la violence conjugale. Certaines sont encore en pleine procédure de séparation, d'autres comme moi sont plus avancées dans leur reconstruction. Nous nous soutenons, nous nous encourageons, nous célébrons ensemble chaque victoire, aussi petite soit-elle. Une des femmes du groupe, Nathalie, est devenue une amie proche. Elle a vécu une situation encore plus terrible que la mienne, avec un mari qui l'avait non seulement battue, mais aussi violée à plusieurs reprises. Entendre son histoire m'a fait prendre conscience de l'immense spectre de la violence conjugale. Nathalie est aujourd'hui une survivante incroyablement forte, qui travaille comme juriste pour aider d'autres femmes dans leur démarche légale. Son courage m'inspire chaque jour. Nous organisons régulièrement des sorties ensemble, ce groupe de femmes qui se reconstruit. Nous allons au cinéma, au restaurant, à des concerts. Au début, c'était étrange de sortir sans avoir à demander la permission à quelqu'un, sans avoir peur des conséquences si je rentrais un peu tard. Mais petit à petit, j'ai réappris à vivre librement, à prendre des décisions pour moi-même, à profiter de l'instant présent sans cette anxiété constante qui me nouait l'estomac. J'ai également renoué avec ma sœur, Marie, dont j'avais été éloignée pendant des années. Philippe ne l'aimait pas, la trouvait trop indépendante, trop féministe selon ses termes. Il créait systématiquement des disputes quand elle venait nous voir, me reprochant ensuite d'avoir invité quelqu'un qui le mettait mal à l'aise dans sa propre maison. Progressivement, j'avais cessé de l'inviter, puis nos contacts s'étaient espacés. Quand je l'ai appelée après avoir quitté Philippe, elle a pleuré au téléphone. Elle m'a dit qu'elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas, mais qu'elle ne savait pas comment m'aider sans me braquer. Marie est devenue une alliée précieuse. Elle m'héberge parfois le week-end dans sa maison à la campagne, où je peux me ressourcer loin de l'agitation de la ville. Nous passons des heures à parler, à rire, à pleurer aussi parfois. Elle m'aide à réparer les années perdues, à reconstruire les liens familiaux que Philippe avait méthodiquement détruits. Ses enfants, mes neveux que je connaissais à peine, font maintenant partie intégrante de ma vie. Ils m'appellent Tata Mathilde et me racontent leurs aventures d'écolier avec un enthousiasme qui me réchauffe le cœur. La question du pardon revient souvent dans mes réflexions et dans les discussions avec mon groupe de parole. Ai-je pardonné à Philippe ? La réponse n'est pas simple. J'ai pardonné dans le sens où je ne nourris plus de haine à son égard, où je ne passe plus mes journées à ressasser ma colère. Mais pardonner ne signifie pas oublier ou excuser. Ce qu'il m'a fait était inacceptable et aucune circonstance ne peut le justifier. Le pardon, pour moi, a été un moyen de me libérer du poids toxique de la rancune, pas une absolution pour lui. J'ai appris à faire la différence entre pardon et réconciliation. Je ne veux aucune relation avec Philippe au-delà des rares interactions nécessaires concernant des questions administratives résiduelles. Je n'ai aucun désir de le revoir, de prendre de ses nouvelles, de savoir comment il va. Il appartient à mon passé et je veux qu'il y reste. Mon pardon est pour moi, pas pour lui. C'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. L'été dernier, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais osé faire pendant mon mariage, j'ai voyagé seule. J'ai pris le train jusqu'en Provence et j'ai passé 2 semaines dans un petit village perché sur une colline. 2 semaines à ne penser qu'à moi, à lire, à peindre, à me promener dans les champs de lavande. Philippe avait toujours contrôlé nos vacances, choisissant les destinations qui l'intéressaient lui, râlant si je voulais visiter un musée ou un marché local. Être seule, libre de faire ce que je voulais quand je voulais, a été une révélation. Durant ce voyage, j'ai rencontré Sophie, une Parisienne d'une 60aine d'années qui venait elle aussi de divorcer après un long mariage difficile. Nous avons beaucoup parlé, partagé nos histoires, nos cicatrices, nos espoirs. Elle m'a dit quelque chose qui m'a profondément marquée. Elle m'a dit que nous, les femmes de notre génération,
avions souvent été élevées pour être gentilles, accommodantes, pour faire passer les besoins des autres avant les nôtres. Qu'il était temps de se réapproprier notre droit à exister pleinement, à prendre de la place, à dire non. Ces mots ont résonné en moi longtemps après notre conversation. Combien de fois avais-je dit oui alors que je voulais dire non? Combien de fois avais-je étouffé mes propres désirs pour satisfaire ceux de Philippe? Combien de fois m'étais-je fait toute petite pour ne pas déranger, pour ne pas provoquer sa colère? J'ai réalisé que la reconstruction passait aussi par réapprendre à m'affirmer, à exprimer mes besoins, à occuper l'espace qui me revenait de droit. Dès au retour de ce voyage, j'ai pris une décision importante. J'ai décidé de reprendre mes études. J'avais toujours rêvé d'obtenir un diplôme en psychologie, mais la vie en avait décidé autrement. J'avais eu mes enfants jeunes, puis Philippe m'avait découragé de poursuivre mes études, arguant que c'était inutile puisqu'il subvenait à nos besoins. À 56 ans, je me suis inscrite à l'université pour une licence de psychologie. Mes camarades de classe ont l'âge de mes enfants, mais leur énergie et leur enthousiasme me stimulent. Les cours me passionnent, particulièrement ceux sur la psychologie du trauma et les dynamiques de violence. Je comprends maintenant avec une clarté nouvelle ce que j'ai vécu, les mécanismes à l'œuvre dans ma relation avec Philippe. Cette compréhension intellectuelle complète le travail émotionnel fait en thérapie. Mon objectif est d'obtenir mon diplôme, puis de me former davantage pour pouvoir accompagner professionnellement les femmes victimes de violences conjugales. Je veux transformer mon expérience en outil pour aider les autres. Mes professeurs sont impressionnés par ma motivation et mon implication. L'un d'eux m'a proposé de participer à un projet de recherche sur la reconstruction post-traumatique chez les femmes victimes de violences conjugales. J'ai accepté avec enthousiasme. Contribuer à faire avancer la connaissance sur ce sujet me donne un sentiment de but, de sens. Ma souffrance ne sera pas vaine si elle peut aider à mieux comprendre et prévenir ce phénomène. Mon petit-fils est né en avril dernier. Quand Élise a placé ce petit être dans mes bras pour la première fois, j'ai été submergée par une vague d'émotions. Joie, amour, mais aussi une détermination farouche. Cet enfant grandirait dans un environnement sain, entouré d'amour respectueux. Il apprendrait que les hommes peuvent être doux, vulnérables, attentionnés. Que les femmes sont fortes, indépendantes, dignes de respect. Que l'amour ne fait jamais mal. J'y passe beaucoup de temps avec mon petit-fils. Je lui chante des berceuses, lui raconte des histoires, le regarde découvrir le monde avec émerveillement. Ces moments de tendresse pure me guérissent d'une façon que je n'aurais pas pu imaginer. Ils me rappellent que la vie continue, que la beauté et la bonté existent encore malgré tout ce que j'ai traversé. Cet enfant représente l'espoir, un nouveau départ pour notre famille. Les relations avec Philippe restent inexistantes. Il a rencontré quelqu'un d'autre, la femme avec qui il me trompait d'ailleurs. Mes enfants me disent qu'ils ont des doutes sur cette relation, qu'ils perçoivent des signes inquiétants. Mais ils sont adultes maintenant, et Philippe n'est plus mon problème ni ma responsabilité. J'ai prévenu mes enfants de rester vigilants, de ne pas hésiter à intervenir s'ils constataient des violences, mais je refuse de me laisser de nouveau envahir par son existence. Ma vie est ailleurs maintenant. L'association où je suis bénévole a lancé un nouveau programme que je co-anime. Il s'agit d'ateliers d'empowerment pour les femmes victimes de violences. Nous travaillons sur la confiance en soi, l'affirmation de soi, la gestion des émotions, la reconstruction de l'estime de soi. Nous utilisons différentes approches comme l'art-thérapie, le théâtre, le sport. Voir ces femmes reprendre confiance, se redresser, retrouver leur sourire est la plus belle des récompenses. Une des participantes, Yasmine, m'a particulièrement touchée. Elle était arrivée au premier atelier complètement brisée, incapable de lever les yeux, sursautant au moindre bruit. Son mari l'avait terrorisée pendant 15 ans. 6 mois plus tard, je la vois rayonner. Elle a quitté son mari, trouvé un emploi, repris contact avec sa famille. Elle parle de ses projets d'avenir avec des étoiles dans les yeux. Elle m'a dit récemment que j'avais changé sa vie. En réalité, c'est elle qui a fait tout le travail. Moi, je n'ai fait que lui tendre la main et lui montrer qu'un autre chemin était possible. L'écriture de mon livre avance bien. Mon éditeur est enthousiaste et pense que nous pourrons le publier dans quelques mois. J'ai déjà choisi le titre avec soin. Ce sera un témoignage brut, honnête, sans fard. J'y raconte les moments les plus difficiles, mais aussi la reconstruction, l'espoir, la résilience. Je veux que les femmes qui le liront se reconnaissent, qu'elles comprennent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ne sont pas folles, que ce n'est pas de leur faute. J'ai aussi inclus dans le livre des ressources pratiques, des numéros d'urgence, des conseils pour élaborer un plan de sécurité, des informations sur les démarches légales. Je veux que ce livre soit non seulement un témoignage, mais aussi un outil concret pour les femmes qui cherchent à s'en sortir. Chaque page a été écrite avec le désir profond d'aider, de sauver peut-être une vie. Récemment, j'ai participé à une émission de radio sur les violences conjugales. Parler publiquement de mon expérience était terrifiant. J'avais peur du jugement,
peur que les gens pensent que j'avais été faible ou stupide de rester si longtemps. Mais les réactions ont été incroyablement positives. J'ai reçu des dizaines de messages de femmes me remerciant d'avoir partagé mon histoire. Certaines me confiant qu'elles venaient de prendre la décision de quitter leur conjoint violent après m'avoir entendu. Ces retours me confirment que briser le silence est essentiel. Tant que nous, les victimes, restons cachés dans l'ombre par peur ou par honte, les agresseurs continuent d'agir en toute impunité. En parlant ouvertement, en mettant des mots sur ce qui nous est arrivé, nous créons une prise de conscience collective. Nous montrons l'ampleur du problème. Nous forçons la société à regarder cette réalité dérangeante en face. Ma vie aujourd'hui est riche et pleine de sens. Je ne suis plus cette femme brisée qui tremblait dans sa cuisine. Je suis Mathilde, une femme de 56 ans qui a survécu à l'enfer et qui a choisi de transformer cette expérience en force. Je suis étudiante, bénévole, future autrice, grand-mère, amie, sœur. Je suis toutes ces facettes à la fois, complexes et entières. Je suis imparfaite, mais je m'accepte telle que je suis. Et c'est peut-être la plus grande victoire de toutes. Parfois, dans les moments de doute, quand les fantômes du passé viennent me hanter, je me remémore le chemin parcouru. Je pense à cette première nuit dans mon studio, seule mais libre. Je pense au premier sourire sincère qui est revenu sur mon visage. Je pense à la première fois où je me suis regardée dans le miroir et où j'ai aimé ce que j'y voyais. Tous ces petits moments qui, mis bout à bout, composent ma renaissance. Je sais que le chemin continue, que la guérison n'est pas linéaire. Il y a encore des jours difficiles, des moments où la tristesse ou la colère refont surface. Mais ces moments sont de plus en plus rares et de plus en plus courts. J'ai appris à les accueillir sans me laisser submerger, à les traverser avec bienveillance envers moi-même. J'ai appris que guérir ne signifie pas oublier, mais intégrer l'expérience et continuer à avancer malgré tout. Mon message aux femmes qui vivent aujourd'hui ce que j'ai vécu est simple mais puissant. Vous n'êtes pas seul. Ce que vous vivez n'est pas normal. Ce n'est pas de votre faute. Vous méritez d'être respecté, aimé, en sécurité. Il existe des ressources, des personnes prêtes à vous aider. Le chemin pour s'en sortir est difficile mais possible. Et au bout de ce chemin, il y a la liberté, la paix, la possibilité de se reconstruire et de vivre enfin la vie que vous méritez. Il n'est jamais trop tard pour choisir de vivre. Il n'est jamais trop tard pour dire non à la violence. Il n'est jamais trop tard pour se choisir soi-même. J'en suis la preuve vivante. À 52 ans, quand j'ai quitté Philippe, j'avais l'impression que ma vie était finie. Aujourd'hui, à 56 ans, je réalise qu'elle ne faisait que commencer. La vraie Mathilde, celle qui avait été étouffée pendant tant d'années, a enfin pu émerger et respirer librement. Je termine souvent mes interventions en disant que je ne remercierai jamais Philippe pour ce qu'il m'a fait subir. La violence n'est jamais justifiable et ne devrait jamais être minimisée ou romantisée comme une épreuve nécessaire à la croissance. Mais je peux reconnaître que cette expérience, aussi terrible soit-elle, m'a transformée. Elle m'a appris ma propre force, ma résilience, ma capacité à survivre et à me reconstruire. Elle m'a donné un but, une mission, celle d'aider d'autres femmes à échapper à ce même enfer. Chaque femme que j'aide, chaque main que je tiens, chaque larme que j'essuie dans les groupes de parole, chaque message de remerciement que je reçois, tout cela donne un sens à ma souffrance passée. Je ne suis plus une victime. Je suis une survivante. Et plus encore, je suis une combattante, debout aux côtés de toutes ces femmes qui luttent pour leur dignité, leur sécurité, leur liberté. La route a été longue et sinueuse. Il y a eu des moments où j'ai voulu abandonner, où le poids de la douleur semblait trop lourd à porter. Mais j'ai tenu bon, un jour à la fois, parfois une heure à la fois. Et regardez où je suis aujourd'hui. Si j'ai pu le faire, si j'ai pu me relever de cette trahison et de ces agressions, alors vous le pouvez aussi. Ne perdez jamais espoir. La lumière existe, même au bout du tunnel le plus sombre. Il suffit de continuer à avancer, pas à pas, vers elle. Mon histoire ne se termine pas ici. Elle continue chaque jour, avec ses hauts et ses bas, ses joies et ses défis. Mais c'est maintenant mon histoire, celle que j'écris moi-même, sans personne pour en tenir la plume à ma place. C'est l'histoire d'une femme qui a refusé de laisser la violence avoir le dernier mot, qui a choisi la vie plutôt que la survie, qui a transformé ses cicatrices en sagesse et sa douleur en force. C'est l'histoire d'une renaissance. Et elle n'est pas terminée.